Constituye una oportunidad única la apertura de este ciclo Grandes Pensadores del siglo XX. Única porque nos va a permitir meternos en la fábrica en la que se crearon algunos de los pensamientos decisivos de la segunda mitad del siglo que acaba de cerrarse. Vamos a escuchar a Claude Lévi-Strauss, a Jacques Lacan, a Michel Foucault, a Pierre Bourdieu, a Cornelius Castoriadis, entre otros, a Hannah Arendt, que nos van a permitir viajar por los mundos del psicoanálisis, la filosofía, la etnología, la ciencia de la naturaleza, la problemática más profunda de la vida, del lenguaje, de la política. Es decir, recorrer junto a estos pensadores extraordinarios aquello que sigue siendo fundamental para pensarnos hoy a nosotros mismos. Hoy vamos a poder ver y escuchar una entrevista a un pensador extremadamente original que viene de la tradición griega. En realidad nació en Estambul en 1922 en el seno de una familia de origen griego, pero rápidamente fue con sus padres a vivir a Atenas, producto de las guerras siempre recurrentes entre turcos y griegos. Se formó en Grecia, se educó en Grecia, que será algo bastante importante a lo largo de su vida. Castoriadis intentará construir un puente entre la Grecia de Atenas del siglo V antes de Cristo, de la época de Pericles, de Sócrates, de Eurípides, la gran Grecia de la invención de la democracia, y nuestra propia época. Pero decía que Castoriadis vivió con intensidad mayúscula, significativa, el siglo XX. Fue miembro al comienzo del Partido Comunista Griego, participó en la lucha contra los nazis, hasta que finalmente, terminada la guerra, decidió radicarse en París, donde no solamente continuó su camino político, sus reflexiones políticas, en ruptura con el Partido Comunista, en ruptura con la versión estalinista del marxismo. En aquellos años, Castoriadis, que venía de lo que se conocía como la vertiente trotskista del comunismo de la primera mitad del siglo XX, fundó junto a Claude Lefort y otros pensadores franceses una revista que haría época, que se llamó Socialismo o Barbarie, una revista que recreó un pensamiento crítico, autónomo, libertario en el interior de las tradiciones de la izquierda francesa, y fundamentalmente una revista a partir de la cual Castoriadis y sus compañeros pudieron preguntarse por el sistema soviético, por la sociedad burocrática, pudieron interrogar críticamente el legado del pensamiento de Marx. Castoriadis fue avanzando en ese camino de indagación, trabajó como economista, se acercó lentamente al mundo del pensamiento de Freud, estuvo cerca del lacanismo francés, fue miembro de la escuela freudiana de París hasta que rompe con Lacan. Es decir, cruzó la filosofía, la política, las ciencias sociales, la economía, el psicoanálisis, y fue también un buen músico, un excelente pianista. Pero básicamente Castoriadis estuvo preocupado por un concepto que fue vertebrándolo a lo largo de varios años y que terminó probablemente en su libro fundamental, que es el concepto de la institución imaginaria de la sociedad. Castoriadis quiso pensar el magma constitutivo, la potencia creadora, la diversidad en el origen, rompiendo toda idea de determinismo, sea económico, social, jurídico o el que fuere. Para Castoriadis se trata de pensar la compleja trama a través de la cual sociedades humanas, bajo condiciones incluso semejantes, pueden desplegar formas completamente distintas de construcción y de creación cultural.
Castoriadis fue un hombre que intervino permanentemente en el debate político de la Francia de la segunda mitad del siglo XX, murió en 1997, intervino muy activamente en los debates de la década del 60, en los debates en torno al estructuralismo, criticó furiosamente lo que él consideraba una filosofía que abandonaba el lugar del hombre, de la autonomía, incluso de una manera de entender la subjetividad como era la tradición estructuralista, básicamente desarrollada por Lévi-Strauss. Pero Castoriadis también fue muy crítico de lo que él consideraba el marxismo dogmático. Termina de salirse de Socialismo Barbarie, aquella revista fundada en los años 40, para iniciar ya un camino donde el núcleo libertario y autonomista de su pensamiento sería el eje vertebral de toda su obra. Desde la institución imaginaria de la sociedad, pasando por la sociedad burocrática, hasta las encrucijadas del laberinto, su última obra en 4 tomos, Castoriadis no dejó de tocar todas las esferas de la vida, pero básicamente se preguntó por las condiciones de la dominación, por las condiciones de la alienación, por el carácter feroz de una sociedad burguesa, capitalista, que iba despojando al hombre de su potencia autónoma, de su fecundidad libertaria, y que creando mecanismos de heteronomía, es decir, mecanismos de dominación externa que terminan por restringir la libertad del individuo, esa misma sociedad fue desplazándose como una máquina de sometimiento, de explotación, que no solamente involucraba al hombre, a las clases oprimidas, sino que incluso ponía en peligro la propia continuidad de la vida en el planeta. Por eso Castoriadis buscó recuperar la vieja tradición de la polis democrática griega, de la ciudad democrática griega, la idea de autonomía, pero no de autonomía individual en el sentido liberal del término, cada individuo se ocupa de sí mismo, sino la idea de la autonomía como la relación profunda, estrecha, entre la capacidad creadora del individuo y el ámbito de su propia socialización, el ámbito de lo comunal, de lo comunitario. Castoriadis, insisto, y lo van a poder comprender y comprobar y ver en esta entrevista, fue un hombre de su tiempo, de su época, que indagó sobre cuestiones cruciales, absolutamente cruciales del siglo XX, tan cruciales que por supuesto siguen insistiendo sobre nosotros, siguen insistiendo sobre nuestra condición, porque Castoriadis fundamentalmente penetró en el enigma de la condición humana, en el enigma de la propia vida, en el enigma de lo político, en el enigma de la dominación. Los invito a que podamos de verdad disfrutar reflexivamente de las palabras de Cornelius Castoriadis en este programa en el que seguimos recorriendo el pensamiento de los grandes pensadores del siglo XX. Vous avez une longue expérience de militant révolutionnaire. Vous pratiquez depuis de longues années la psychanalyse. Est-ce que, selon vous, il n'y a pas un mode d'être particulier du psychisme humain d'un côté, et de l'autre, est-ce qu'il n'y a pas aussi un mode d'être particulier du domaine de ce que vous appelez le domaine social historique? Commençons, si vous voulez, par les tentatives d'expliquer l'histoire et la société, que ce soit tentatives marxistes ou autres, qui essayent de ramener le fonctionnement de la société à certaines lois, lois non pas
juridiques, mais loi sociale quasi naturelle, et aussi le développement de l'histoire, l'évolution de l'histoire, également à des déterminations qui fixent la consécution des étapes historiques ou qui déterminent, du moins dans les gros traits, ce qui va se passer. Quand on creuse, ce que j'ai été amené à faire devant l'échec évident du marxisme pour interpréter les phénomènes de la société contemporaine, on constate que ces tentatives ne tiennent pas, ne sont pas vraiment tenables. Nous avons dans l'expérience de l'humanité, dans ce que nous connaissons, des milliers de sociétés, effectivement des milliers de variétés d'institutions de la société tout à fait différentes. Nous avons aussi une consécution de types de sociétés et nous constatons par exemple les tribus primitives qui vivent à côté l'une de l'autre dans le même environnement, avec à peu près les mêmes moyens techniques, etc., ont des croyances et une institution de la société, ce que j'appelle des significations imaginaires sociales, des normes, des valeurs, de façon de vivre, de façon d'élever les enfants, qui sont radicalement autres, que nous englobons ensemble en disant c'est des primitifs, c'est des sauvages, etc., mais qui, considérés intrinsèquement pour les gens qui les vivent, et même pour un bon ethnologue, sont tout à fait différents. Nous constatons également, par exemple, que la différence qu'il y a entre la société contemporaine et la société grecque ou romaine ancienne, ou la société florentine ou autre à la Renaissance, ne sont pas simplement ni des différences dans le développement technologique de ces sociétés, ni des différences dans une prétendue superstructure qui découlerait de cette base. Nous constatons précisément, par exemple, que cette importance centrale, cardinale, qu'attache le monde contemporain au développement de la technique, d'une science technicisée, de l'économie, de la production, etc., est une création de la société moderne. Elle n'est pas là dans toutes les sociétés humaines. Les sociétés humaines s'orientent suivant d'autres valeurs, d'autres significations, et leur institution est accordée à ces autres significations qu'elle pose. L'institution de la société, c'est chaque fois l'œuvre propre de la société considérée, et cette œuvre découle, si je peux dire, de ce que j'appelle l'imaginaire inscription. À partir du moment où nous avons un collectif humain qui doit vivre ensemble, où les individus doivent vivre ensemble, on reviendra sur la question des individus, il émerge un langage, il émerge généralement des croyances religieuses, il émerge des lois, des valeurs, des normes, des orientations de la vie, etc. Nous ne pouvons pas, et l'enquête historique et ethnologique le montre, réduire toutes ces significations et ces institutions à des causes dans un sens tant soit peu précis du terme. Donc il faut revoir la notion d'explication historique. Il faut absolument revoir la notion d'explication historique, et là nous rencontrons tout de suite une de ces complexités qui rendent à mes yeux la philosophie et la réflexion passionnantes, c'est que il y a les deux éléments qui sont toujours tissés ensemble. D'un côté, nous avons certainement des consécutions causales, des activités qui sont rationnelles au sens qu'elles visent à un certain résultat et que pour obtenir ce résultat, elles tentent toujours de choisir les meilleurs moyens, etc., etc. Mais cette dimension n'est qu'une des dimensions, et elle est constamment pénétrée, arrosée, si je peux dire, perméée par une autre dimension qui est la dimension imaginaire. Quand quelqu'un essaye de la façon la plus rationnelle possible, étant donné les moyens dont il dispose, à obtenir une fin, pourquoi c'est cette fin-là et pas une autre? Pourquoi les Égyptiens consacrent cette énorme quantité de ressources à construire des pyramides et non pas, je ne sais pas quoi, à étendre les forces productives ou à augmenter le bien-être général, etc. Pourquoi les Parisiens au XIIe siècle consacrent
cette quantité fantastique de ressources à construire Notre-Dame ou les Chartrois, la cathédrale de Chartres, etc. Ben, parce que ce qui donne sens à leur vie, dans le deuxième cas par exemple, c'est la religion chrétienne. Bon. Il y a par conséquent une créativité de l'imaginaire collectif qui est l'imaginaire instituant, qui pose des significations, qui pose des institutions, dans lesquelles des institutions, ces significations s'incarnent, et qui est créateur au sens que ces significations, ces institutions, on peut dire vraiment qu'elles viennent ex nihilo. N'est-ce pas ? Oui, elles ne découlent pas mécaniquement d'un passé, ni mécaniquement, d'un héritage. Oui. Ni fonctionnellement, ni logiquement. Et comme telles, elles n'ont aucune fonctionnalité. La seule fonctionnalité, si on peut l'appeler ainsi, c'est que avec elle, chaque société construit un monde qui lui est propre. Parce que là, il y a quelque chose, alors là on en vient à l'autre côté, au côté psychique, il y a quelque chose qui est incontestablement une constante de l'histoire humaine, qui est la seule chose à laquelle on pourrait attribuer le qualificatif d'un attribut naturel de l'homme ou d'une nature humaine, c'est bien entendu que l'être humain est une psyché. Je me réfère par là, si vous voulez, disons pour vous comprendre facilement, à l'inconscient freudien, mais pris dans son acception la plus profonde, n'est-ce pas ? Cette psyché, elle n'est pas simplement des pulsions, parce que les pulsions au sens vulgaire des instincts sont là chez les mammifères, elles sont là même chez tous les animaux, etc. Cette psyché est essentiellement imagination radicale. Et cette psyché, c'est un flux que nous pouvons constater chacun de nous sur nous-mêmes, un flux incessant de représentation, de désir et d'affect, un flux qui est largement immotivé, qui peut être conditionné par ceci ou par cela, mais qui n'est pas causé par ceci ou par cela, qui peut aller de la rêverie la plus triviale ou la plus innocente, jusqu'à l'invention ou la création la plus extraordinaire, la plus géniale, etc. Bon. Alors, cette psyché humaine commence dans le nouveau-né sous la forme de ce que j'appelle la monade psychique, c'est-à-dire un monde clos sur lui-même, qui rapporte tout à soi-même, qui ne peut vivre que en essayant de produire toujours des représentations qui lui fassent plaisir, et pour lequel ces représentations qui lui font plaisir et qu'il recherche sont le prototype du sens. Du sens pour l'individu. Ça fait sens, ça veut dire ça rentre dans une place où l'ensemble est plaisant. Bon, et ça ne fait pas sens, ça veut dire ça ne rentre pas et ça produit une situation globale qui est déplaisante. Et cette psyché, avec cette imagination radicale, est essentiellement irrationnelle. Hegel disait que l'homme est un animal malade, l'homme n'est pas un animal malade. Il y a quelque chose de monstrueux même dans cette... L'homme est un animal fou, imagination un animal monstrueux. Oui. L'homme est le seul animal à qui il faut enseigner qu'il y a des champignons vénéneux et des champignons qui se mangent. L'homme est le seul animal qui est capable de trébucher. Les animaux ne trébuchent pas, sauf les chevaux que nous avons domestiqués, donc que nous avons obligés à dégénérer, si je peux dire. La psyché humaine n'est pas fonctionnelle. La psyché humaine cherche le plaisir, et ce plaisir est pour elle en même temps le sens. Si cette psyché humaine était laissée à elle-même, l'espèce humaine aurait disparu. Précisément parce que cette psyché n'est pas fonctionnelle. Or, il se trouve que l'espèce humaine a créé la société. La société impose à la psyché une socialisation. Et lui impose de reconnaître qu'il y a une réalité qui ne se plie pas à son désir. Il impose de reconnaître que le plaisir ne peut pas être toujours là ou ne peut pas être immédiat. Et il lui impose à reconnaître que autrui existe tout autant que soi-même. Et il faut insister sur cela, n'est-ce pas ? Il y a toujours, même quand nous sommes adultes, même quand nous sommes matures, même quand nous sommes psychanalystes et philosophes, un coin profond chez nous-mêmes qui subsiste, pour lequel nous sommes
seul et à la fois le centre du monde. Oui, donc qui résiste à la socialisation. Qui résiste à la socialisation, et en un sens, bon, c'est peut-être bien comme ça, enfin, bien ou mal, c'est comme ça. Bon. La socialisation impose la reconnaissance d'autrui, la reconnaissance d'une réalité qui est toujours une réalité sociale. Il ne s'agit pas simplement de la réalité naturelle, et par là, elle crée ce qu'on peut appeler l'individu, c'est-à-dire non plus simplement une psyché qui est vouée à son flux représentatif, affectif et désirant, mais quelqu'un qui incarne les institutions de la société. Chacun de nous est un fragment ambulant de la société qui nous a élevés. La société, en un sens, est toujours déjà là. Elle socialise les nouveau-nés qui la font continuer et qui éventuellement l'altèrent. N'est-ce pas ? C'est ça, oui. Et cette altération, c'est de l'histoire. Alors, cette dimension, c'est ce qu'on peut appeler, bon, on peut l'appeler la philosophie du social historique et du psychique. On peut l'appeler aussi la dimension anthropologique, et elle est tout à fait fondamentale à plusieurs égards. D'abord parce qu'elle nous montre un type d'être qui est inconnu ailleurs. Hein ? Mais qu'est-ce que c'est qu'une institution ? Qu'est-ce que c'est qu'une signification sociale ? Alors, peut-être qu'il faudrait expliquer que par institution, je n'entends pas la Croix-Rouge ou la sécurité sociale, j'entends le langage, le droit, la religion, l'existence d'un État ou pas d'un État, mais d'une collectivité politique, etc. Et tout ce qui est établi. Les valeurs, tout ce qui est établi et tout ce qui est sanctionné socialement, que ce soit de façon explicite ou de façon implicite. Par exemple, les mœurs dans une société traditionnelle sont socialement sanctionnées, même s'il n'y a pas des lois. Elles sont sanctionnées parce que si vous vous comportez de façon contraire aux mœurs, vous serez mis au banc du groupe, n'est-ce pas ? De même que le langage est sanctionné de façon informelle. Si je commence à faire, je ne sais pas, une série de cuir ou de barbarisme, de solécisme, les gens vont rire, et puis finalement, bon, je vais être mis un peu à la marge du groupe auquel j'appartiens. Il y a donc ce mode d'être de l'institution et ce mode d'être aussi particulier de la signification sociale. Qu'est-ce que c'est par exemple ? Qu'est-ce qui tient ensemble une société monothéiste, qu'il s'agisse de la société hébraïque classique ou du christianisme classique ou de l'islam ? Il y a une signification centrale qui est claire, qui est la signification Dieu, un seul vrai Dieu. Pourquoi ce qui se passe fait sens? Parce que c'est la création de Dieu. Pourquoi il y a des normes dans la société? Parce que Dieu a dit, tu feras ceci, tu ne feras pas cela. Oui. Donc on ne peut pas déduire l'imagination de quelque chose qui ne soit pas elle. Non, finalement, non, c'est cela le principe. Et c'est pour ça que je dis que nous avons là un mode d'être différent. Nous sommes au-delà du mathématique, au-delà du physique, au-delà même du simple vivant. Nous avons une imagination singulière dans la psyché de chacun de nous, d'un côté, un imaginaire instituant dans le collectif social de l'autre, qui sont irréductibles et qui sont créateurs. D'une façon ou d'une autre, ils sont toujours créateurs. Monsieur Castoriadis, vous êtes philosophe, et de plus vous êtes d'origine grecque. Aristote est peut-être le premier des grands philosophes à avoir posé clairement la question « qu'est-ce que l'être ?» Voilà une question qui pour vous n'est pas vraiment séparable de la notion de création. Et pourquoi? Oui, je crois qu'on peut partir de ce qu'on disait déjà. Enfin, qu'est-ce que c'est que l'être du social historique et qu'est-ce que c'est que l'être du psychique? D'abord, ça se déploie sur un niveau d'être qui est inconnu ailleurs, inconnu en physique, en biologie, etc. Ce niveau, c'est le niveau de l'imagination et de l'imaginaire, c'est-à-dire des significations ou du sens pour la psyché, des idéalités, c'est-à-dire des objets qui sont extrêmement efficaces dans la société et ils ne sont pas perceptibles. Les gens se tuent pour leur patrie, par exemple, ou se tuent pour leur religion. Bon, ça, c'est pas biologique. Pourquoi ils se tuent? On dirait qu'ils ont été dressés comme ça.
D'accord, ils ont été dressés, mais ils ont été dressés en fonction de quoi? En fonction d'une signification, qui est la signification patrie ou religion, et en fonction d'un système de valeurs et de normes qui dit que toutes les autres valeurs sont subordonnées à celles-là et rien n'a de sens si, par exemple, je ne sais pas quoi, les musulmans ou les chrétiens envahissent, ou les juifs envahissent notre pays, nous obligent à changer de religion, etc. Bon. Alors, nous avons donc là un niveau qui est propre et qui est même substantiel, si je peux utiliser ce terme, puisque nous voyons qu'il est l'origine de processus. Il est cause. Il devient cause de choses qui ne seraient pas sans lui, n'est-ce pas? Cause originaire. Cause originaire, cause irréductible. Bon. Alors, mais ça montre d'abord qu'en lui-même, dans ce niveau, nous avons constamment, ça ne veut pas dire à toute seconde, mais d'une certaine façon, nous avons de façon récurrente la création. Nous avons une nouvelle société qui apparaît. Nous avons la Révolution française, nous avons l'évolution actuelle de la société, nous avons à un moment donné en Grèce l'émergence de la cité par rapport à la société homérique, quelque chose de très différent, puis la création d'une cité démocratique, de la philosophie, de l'enquête rationnelle, etc. Tout cela, c'est des créations qui ne sont pas réductibles à autre chose. Mais ce niveau lui-même, nous ne pouvons le penser autrement que comme une création de l'être. C'est quelque chose qui émerge à un moment donné. On ne peut pas dire qu'en mettant ensemble toutes ces molécules, il y aura de l'humain, n'est-ce pas? C'est une condition nécessaire de mettre ensemble toutes ces molécules organiques, mais elle n'est pas suffisante. Nous sommes obligés de penser l'être autrement que de le penser la philosophie héritée. Nous ne pouvons pas le penser simplement comme un système de détermination. Nous ne pouvons pas le penser comme un ensemble d'objets dont les relations et les propriétés sont chaque fois absolument fixées. Délimité, défini. Défini, délimité. Il y a au centre de la philosophie héritée, de la pensée héritée, cette idée qui est là, qui est explicitée d'ailleurs par les grands philosophes, aussi bien par Aristote que par Kant, par exemple. Dire de quelque chose qu'elle est, c'est dire qu'elle est absolument déterminée. Kant ajoute, par rapport non seulement à tous les prédicats donnés, mais à tous les prédicats possibles. Voilà. Alors, eh bien, nous constatons que, d'abord, l'être n'est pas déterminé en ce sens qu'il fait surgir de nouvelles déterminations, des déterminations qui ne peuvent pas découler de ceux qui étaient là auparavant. Et deuxièmement, que dans ce qui est ainsi créé, nous constatons, par exemple, dans le champ social, historique et psychique, que ces nouvelles formes qui sont créées, la forme société, par exemple, ou la forme psyché humaine, même socialisée, intrinsèquement sont telles que tout n'y est pas déterminé. Je veux dire par là, par exemple, je ne vais pas entrer dans la discussion du libre arbitre, mais je pense que la psychanalyse montre, et Freud le rencontrait aussi bien, que nous pouvons établir des enchaînements, des liaisons d'un élément avec un autre dans la vie psychique. Nous ne pouvons pas expliquer littéralement pourquoi un tel a développé telle névrose ou telle psychose. Nous ne pouvons pas expliquer dans une cure psychanalytique pourquoi tel rêve vient à tel moment de la cure et pas à un autre. Nous ne pouvons pas interpréter intégralement un rêve. Il y a ce que Freud appelait l'ombilique du rêve, par où, disait-il dans une très belle phrase, les pensées du rêve se perdent dans la jungle de nos pensées inconscientes. Bon. Cela veut dire quoi? Cela veut dire, et là je prends encore l'exemple aussi bien du social historique que du psychique, que dans tous les domaines de l'être, nous avons une dimension qui est une dimension de déterminité, de détermination, sans laquelle on ne pourrait rien dire, et qui correspond à ce que j'appelle la logique ensembliste identitaire. Pourquoi logique ensembliste? Parce que précisément dans la théorie des ensembles, on voit cette logique à l'œuvre de la façon la plus claire. Un élément appartient à un ensemble ou n'appartient pas à un
entre un ensemble et un autre ensemble, il y a telle relation, il y a une application, comme on dit en mathématiques, ou il n'y a pas une application. Telle partie d'un ensemble présente telle propriété ou ne présente pas telle propriété. C'est une logique binaire d'une certaine façon. C'est une logique binaire, mais les choses ne changent pas si c'est une logique à multiplicité de valeurs, à condition que cette multiplicité soit finie. Et ça, Aristote le savait déjà. Il le dit dans la métaphysique. Bon, et les logiciens modernes aussi. Mais ce que nous avons précisément... Alors, cette dimension est très importante. C'est par exemple celle qui fait que l'être, en général, est à la fois chaos et cosmos. C'est-à-dire, il est à la fois irréductible à un ensemble de déterminations systématiques, il est stratifié, il est morcelé, le vivant n'est pas réductible au physique, le mathématique est à peu près partout présent, mais il est présent avec des degrés de pertinence différentes, mais ce chaos est aussi cosmos, c'est-à-dire il est monde, il est ensemble au sens abusif du terme, de processus, d'objets, etc., qui présentent une certaine organisation dont le déroulement est jusqu'à un certain point prévisible, sans quoi nous ne pourrions pas vivre, etc. Qui présentent donc des identités localisables. Qui présentent localement, qui présentent d'abord le moment de l'identité un peu partout, parce que s'il n'y avait pas ce moment de l'identité, nous ne pourrions rien dire. Si un mot cessait d'être lui-même pendant que je le prononce, et si l'objet auquel je le réfère cessait d'être ce qu'il est pendant que je parle de lui, sous les égards importants, n'est-ce pas, je ne pourrais rien dire, mais cette identité que nous utilisons dans le langage et qui se réfère aussi bien aux objets... C'est la dimension codée du langage. C'est la dimension codée du langage, et c'est une identité toujours relative, n'est-ce pas? C'est une identité quant à tel aspect. Bon, c'est pour ça que les philosophes classiques, Aristote puis Spinoza, non, une chose ne peut pas être elle-même et une autre au même moment et sous le même rapport. Mais ça précisément introduit la relativité, n'est-ce pas? Étant donné que le moment finalement, je ne sais pas, il est sécable indéfiniment, étant donné qu'il y a une multiplicité des rapports sous lesquels on peut regarder une chose, nous sommes toujours obligés de spécifier sous quel rapport nous parlons d'une chose quand nous disons qu'elle est identique à telle autre chose ou qu'elle est semblable à telle autre chose, n'est-ce pas? Et cette dimension est là, elle est partout, elle est toute puissante en mathématiques, par exemple. Enfin, pas toute puissante, c'est une mauvaise expression. Enfin, elle se déploie en mathématiques. Omniprésente, oui. Elle est omniprésente, elle est utilisée en physique, elle est même utilisée en sociologie, si je parle d'économie ou si je parle des transports urbains. Je sais que le métro partira à telle heure, qu'il y a tant de métros par jour à tout le reste. C'est donc aussi une condition de la pensée technique. C'est une condition de la vie sociale. Et l'autre dimension, donc, c'est ce que j'appelle la dimension magmatique, parce que l'être est un magma, et la dimension qui n'est pas réductible à cela, et peut-être on peut le comprendre le plus facilement en prenant une création humaine comme la musique. N'est-ce pas? Il ne peut pas y avoir de musique sans arithmétique. C'est absolument clair. Et quand Bach écrit une fugue, il calcule tout le temps. Cependant, la fugue, c'est pas ce calcul. Et une œuvre musicale, et même la plus échevelée ou la plus romantique, Chopin par exemple, la quantité de logique qu'il y a dans une ballade de Chopin est absolument incroyable. Et c'est même une logique qui n'est pas consciente pour Chopin, qui est incorporelle dans sa pensée musicale ou dans le mouvement de ses doigts s'il improvise, etc. Et en même temps, il y a autre chose. C'est autre chose, ce qui fait vraiment la musique, je ne peux pas le réduire à la dimension logique, mathématique, arithmétique, qui est quand même toujours là, de même que je ne peux pas réduire un grand tableau à la géométrie des figures. La géométrie des figures est une chose, le tableau lui-même c'est une autre chose, et la sensation esthétique et plus qu'esthétique qu'il me produit, comme une grande musique, c'est tout à fait autre chose. Il y a donc ces deux dimensions dans l'être toujours. Il y a la dimension identitaire d'un côté qui nous permet quand même de vivre et de parler à la dimension, sur la dimension ensembliste, la dimension code du langage. Il y a
la dimension proprement créatrice, la dimension magmatique, qui est irréductible à la logique et qui pose chaque fois si on peut utiliser la métaphore, les axiomes, les principes, les formes, à partir desquels aussi un travail logique devient possible. C'est pour ça que je dis que la détermination essentielle de l'être, qui a échappé à la philosophie traditionnelle, c'est la dimension création. Et si on parle création, on parle évidemment aussi du temps. Je veux dire par là que la liaison intime qu'il y a entre l'idée de l'être et l'idée du temps ne peut être élucidée que si on introduit l'idée de création. L'être est temps, EST. Pourquoi? Parce que l'être est création, et la création elle-même scande un avant-après qui est autre chose que le temps spatialisé dont parlait Bergson. Le temps répétitif. Le temps répétitif, le temps qu'on peut mesurer sur les horloges ou par les tours du soleil ou des étoiles, etc. N'est-ce pas? Le véritable temps, le véritable avant et après, c'est le temps qui est scandé par l'émergence de nouvelles formes, de nouvelles eidos, comme on a dit Platon, dans notre sens, c'est-à-dire par la création. Monsieur Castoriadis, le monde dans lequel nous vivons, c'est-à-dire ce qu'on peut appeler le monde contemporain, comme n'importe quel monde social, il est fondé sur un certain nombre de significations imaginaires. Est-ce qu'on peut définir cette notion de signification imaginaire et quelles sont les significations imaginaires de ce monde contemporain? Qu'est-ce qui tient la société contemporaine ensemble? Je parle de sociétés dites développées, disons de sociétés riches et libérales. Quand on passe à travers toutes les couches superficielles, on voit qu'il y a une tendance, une poussée de cette société qui est en même temps sa norme, sa valeur, et qui est supposée donner sens à toutes les activités, les orienter, les justifier. Qu'est-ce que c'est cela? Marx parlait de l'accumulation indéfinie du capital. On peut élargir. Il y a l'idée de l'expansion indéfinie des forces productives. Mais il n'y a pas seulement l'expansion indéfinie des forces productives, il y a aussi une expansion indéfinie de la consommation qui apparaît. Mais derrière cela, il n'y a pas seulement les forces productives et la consommation, c'est l'idée d'une maîtrise, et d'une maîtrise qui se veut rationnelle. Bien entendu, la naissance de cette idée est un processus très complexe. On ne peut pas le ramener à la philosophie, mais simplement pour fixer les idées, comme on dit en mathématiques, on peut se rappeler qu'au XVIIe siècle, on a déjà les deux grands philosophes qui expriment de façon programmatique cette signification imaginaire du capitalisme. C'est Descartes et c'est Leibniz. Descartes, connaître pour devenir maître et possesseur de la nature. Si on s'arrête une seconde pour réfléchir sur cette phrase, on est étonné, n'est-ce pas, parce qu'elle est carrément absurde. Comment pourrait-on devenir maître de la nature? Est-ce que dans le programme, il y a l'idée qu'on va inverser le sens de la rotation de la galaxie, par exemple? N'est-ce pas? Bon. On ne pourra jamais être que pseudomètre d'une petite parcelle de la nature. Et en même temps, Leibniz, pour lequel tout doit être rendu calculable, pour laquelle Dieu lui-même a créé le monde en calculant, c'est un immense calcul d'optimisation, de maxima et de minima, etc. Bon. Mais en réalité, il y a aussi toute une série d'autres processus qui se déroulent avant même Descartes, avant Leibniz. Il y a une tentative de rationaliser, par exemple, l'entraînement de soldats que déroule par Maurice de Nassau, publie un manuel de l'entraînement des soldats qui est
pratiquement des méthodes tayloriennes pour entraîner les soldats et qui est publié vers 1590, c'est-à-dire avant que Descartes naisse lui-même. Il y a les horlogers, il y a les techniciens, il y a les rois qui essayent de rationaliser la gestion de leur royaume, le gouvernement, en France notamment, mais en Angleterre aussi bien, en Espagne, etc., la nouvelle bureaucratie qui se crée. On dirait qu'il y a cet ensemble d'institutions et de significations qui surgissent à partir de ce moment-là, que personne n'a voulu comme tel, et qui produisent l'univers capitaliste comme un univers qui essaye de maîtriser les forces productives, la journée de travail de l'ouvrier, les attitudes du médecin quand il fait une opération, la façon dont un enseignant va faire son enseignement en classe, la façon dont les consommateurs vont consommer ce qu'ils vont consommer, etc., etc. Bon. Maîtrise, comme je le disais déjà à propos de Descartes, qui est une pseudo-maîtrise, parce que finalement la nature résiste, et l'être humain lui-même résiste. Donc pseudo-maîtrise, maîtrise qui est suffisante jusqu'à un certain point pour que le système fonctionne, et maîtrise qui se veut rationnelle. N'est-ce pas ? Nous n'avons pas, comme aurait pu être le cas d'un chef d'une tribu africaine, quelqu'un qui veut la maîtrise du monde moyennant des opérations magiques, ni comme pour Alexandre, la maîtrise du monde par la conquête militaire. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'une maîtrise qui va être réalisée par des moyens, par l'application des moyens rationnels. Rationnel en quel sens ? Or, là, nous voyons d'un côté le triomphe de ce que nous appelions tout à l'heure la logique ensembliste identitaire, c'est-à-dire à chaque chose doit correspondre une attribution, tout doit être calculable, mesurable, séparable, recomposable, etc. Mais à quelle fin ? Et sous quelle présupposition ? Or, quand on creuse le monde occidental en tant que monde capitaliste, on voit d'abord que ces présuppositions sont des présuppositions arbitraires, elles sont découpées arbitrairement dans le donné naturel, humain, etc. C'est-à-dire on prélève dans le donné ce qui se laisse instrumentaliser de cette façon-là. C'est un prélèvement arbitraire. Et aussi et surtout que tout cela est coordonné à la réalisation d'une fin qui est totalement arbitraire. Parce que pourquoi, qui a essayé de justifier le fait que l'objectif de la vie humaine, la raison pour laquelle nous sommes sur Terre, pour laquelle nous essayons de vivre, c'est d'augmenter indéfiniment la production, la consommation ou une maîtrise soi-disant rationnelle du monde. Pourquoi c'est pas de ça et pas autre chose ? Pourquoi ce serait pas, je ne sais pas moi, être libre ou écouter de la musique ou regarder notre nombril, peu importe. Mais il n'y a aucune justification. Alors, bien sûr, il y a des justifications vulgaires. Les justifications vulgaires, c'est qu'on essaye de satisfaire les besoins humains. C'est une réponse tout à fait risible, parce que ces besoins sont manufacturés eux-mêmes par cette société. Et on voit que l'expansion de cette société sur l'ensemble de la planète n'est pas simplement une pénétration du capital au sens traditionnel. Avant qu'il y ait, ou en même temps qu'il y a pénétration du capital, il faut qu'il y ait pénétration des modes de vie, des modes de consommation capitalistes. Il faut que les gens apprennent que ce qu'il leur faut, c'est pas ce que leur père mangeait ou la façon dont leur grand-mère s'habillait. Non, il leur faut ce qui est produit par l'industrie moderne, etc. Oui, il n'y a donc pas de nécessité naturelle qui soutienne ces choix, au fond. Absolument pas. Et quelle est la nécessité naturelle qu'on change de voiture tous les 3 ans ? Et pourquoi le système s'est orienté de telle façon qu'il produit des voitures et des frigidaires, etc., qui nécessairement s'usent et sont obsolètes au bout d'un certain temps pour que le système puisse continuer à tourner et pour que le consommateur soit forcé, pour ainsi dire, comme on l'est, à changer de frigidaire, tout simplement parce qu'il n'y a plus de pièces de rechange pour l'ancien. Bon. Donc il y a un triomphe de la logique ensembliste identitaire, c'est-à-dire du rationalisme le plus plat dans cette signification imaginaire du capitalisme, et en même temps une démonstration de l'inanité de cette logique, c'est-à-dire du fait qu'elle ne peut pas rendre compte d'elle-même, qu'elle est arbitraire dans ses présuppositions, qu'elle est arbitraire dans ses fins. Mais le monde moderne ne serait pas le monde moderne, ou le monde contemporain, s'il n'y avait que le capitalisme. Parce que le capitalisme comme tel n'aurait pas produit, par exemple,
ce qui est l'autre grande caractéristique du monde moderne, qui est, disons, la dimension libérale. Je récuse le terme démocratique parce que je pense que les régimes sous lesquels nous vivons ne sont pas véritablement démocratiques, on s'expliquera si vous voulez par la suite là-dessus, mais il y a la dimension libérale. Or, le capitalisme ne tend pas à produire ces dimensions, là il y a une démagogie qui se fait actuellement qui est tout à fait risible. Le véritable esprit du capitalisme, c'est l'esprit de l'usine capitaliste. Dans l'usine capitaliste, on vous dit ce que vous avez à faire et vous le faites et puis c'est terminé. Bon, il n'y a aucune liberté là-dedans. Bon. La liberté, pour autant qu'elle existe dans le monde moderne, elle est le résidu de grands mouvements historiques qui étaient inspirés par l'autre grande signification du monde moderne, qui remonte au grec d'ailleurs, qui est le projet d'autonomie. Autonomie individuelle, autonomie sociale. Qu'est-ce que ça veut dire autonomie? Autos nomos, se donner ses lois soi-même. Autonomie, ça ne veut pas dire faire n'importe quoi ou ce qui vous chante. C'est pas le règne du désir. Ça, c'est une aberration. Mais c'est pas la spontanéité. C'est pas la spontanéité brute et aveugle. Il y a le terme nomos là-dedans, loi. Je me donne une loi, mais je me la donne. Et je me la donne comment? Bon, je me la donne de façon réfléchie et réflexive et après délibération. Or, ce projet d'autonomie veut dire non seulement qu'on veut éliminer la monopolisation du pouvoir par quelques-uns dans le domaine politique, mais qu'on veut aussi éliminer toute autorité qui refuse de rendre raison d'elle-même au plan de la pensée. C'est pour ça qu'aux origines du projet de l'autonomie, il y a à la fois la naissance de la philosophie et de la démocratie ou de la véritable politique, mot qui est devenu aujourd'hui obscène parce qu'il est de plus en plus synonyme de l'intrigue, de la magouille, etc. Alors que politique telle que les Grecs l'ont conçue et telle qu'elle a existé dans les grands moments du monde moderne, c'est l'action humaine qui, d'une façon lucide, explicite, consciente, réfléchie, essaye de transformer les institutions et l'institution de la société pour rendre la société plus autonome et les individus plus autonomes. Qu'est-ce que c'est une société autonome? C'est une société qui est capable d'abord de savoir que ses lois sont sa propre création et non pas des ordres divins, qui est une situation d'hétéronomie, oui. Ou quelles sont la conséquence de lois naturelles ou des lois naturelles du marché, comme on dit absurdement aujourd'hui, et qu'elle peut donc, puisque c'est elle qui les a créées, ces lois, qu'elle peut les modifier si elle pense que cela est nécessaire ou utile, n'est-ce pas? Et une telle société ne peut exister que si elle est formée par des individus autonomes, c'est-à-dire par des individus qui sont capables de se dire « oui, tel est mon désir », par exemple, mais ce désir est monstrueux et je ne le réaliserai pas. Je ne le refoule pas, mais je sais que je ne dois pas le réaliser. Pourquoi je ne dois pas le réaliser? Ça, là commence un processus de réflexion de l'individu en référence à la fois aux fins de sa vie, à son passé, à son histoire et à la société dans laquelle il vit, aux autres, etc. Et en même temps, un individu autonome est quelqu'un qui est capable de dire « mon maître m'a dit cela » ou dans le livre, qu'il s'agisse de l'Ancien ou du Nouveau Testament ou du Capital de Marx ou de l'interprétation de de Freud, il est dit cela, est-ce que moi je pense que cela est vrai? Un individu autonome est quelqu'un qui est capable de penser librement, n'est-ce pas? Or, ce projet d'autonomie créé en Grèce ancienne, pour la première fois, fragmentairement, bien sûr, mais enfin, qui a quand même donné la philosophie à la démocratie, ressurgit dans les temps modernes, il ressurgit très tôt, avant même la Renaissance. Il ressurgit à partir du moment où la bourgeoisie essaie de constituer des communes qui s'autogouvernent, arrachent des libertés à la monarchie, etc. Ça devient aussi un mouvement philosophique, les philosophes remettent en question les vérités héritées, ça donne lieu à la naissance de la science moderne, à partir du moment où on écarte l'autorité aussi bien de la Bible que ce qu'on croyait être l'enseignement d'Aristote. Puis il y a les grandes révolutions du XVIIe, du XVIIIe, puis il y a le mouvement ouvrier dans le XIXe et le XXe siècle. Et là, il faut dire, il y a aussi une
tangente monstrueuse que prend ce mouvement d'autonomie, à partir d'un certain moment, je ne vais pas m'étendre là-dessus, j'ai longuement écrit sur la question, c'est à partir de Marx, du marxisme, puis du marxisme-léninisme, du communisme, où ce projet d'autonomie se transforme, se renverse absolument son contraire, à une tyrannie totalitaire. Mais il y a aussi quand même les grands mouvements grâce auxquels, la Révolution française ou le mouvement ouvrier, la société contemporaine est ce qu'elle est, et non pas une espèce d'immense fabrique capitaliste dans laquelle tout le monde fait ce qu'il doit faire d'après le plan de production, ce qui serait le véritable esprit de capitalisme. Monsieur Castoriadis, on a l'habitude de parler d'une partie de la philosophie qu'on appelle la philosophie politique. Mais j'ai le sentiment que pour vous, c'est toute philosophie qui est profondément politique. C'est toute la philosophie qui est politique. En un sens, oui. Mais d'abord, un éclaircissement. J'aime pas tellement l'expression de philosophie politique comme telle. N'est-ce pas? Je pense que la philosophie est politique parce que la philosophie aussi, c'est un faire. C'est un faire qui agit sur la société, qui agit très profondément au niveau des significations, au niveau des représentations collectives. On va prendre des exemples en Grèce ancienne ou dans le monde moderne. Et par là même, c'est un volet absolument essentiel du projet de l'autonomie. La philosophie, c'est la liberté. La philosophie, c'est la liberté de penser. En ce sens, elle est profondément politique. C'est pas de la philosophie que de commenter interminablement un texte sacré ou sacré profane. Le Talmud ou le talmudisme sur le Capital de Marx, c'est pas de la philosophie. La philosophie, c'est pouvoir soulever toutes les pierres, c'est ne rien accepter qu'on n'ait pas de nouveau soi-même par ses propres ressources à la fois remise en question, mise en épreuve, mise à l'épreuve et soit réaffirmée, soit rejetée pour le remplacer par autre chose ou par rien, par l'aporie, par la question simplement. En ce sens, la philosophie appartient, si vous voulez, au mouvement de l'autonomie et est politique. Mais il n'y a pas de philosophie politique parce qu'on ne peut pas tirer de la philosophie les principes d'une institution de la société, sauf dans un sens tout à fait particulier, n'est-ce pas? Si je veux penser librement, ça veut dire que je veux être libre. Si je veux être libre, je ne peux pas limiter cette liberté au seul domaine de ma réflexion. Mais il n'y a pas de dérivation d'une politique à partir de la philosophie. Il y a simplement, si je veux une société dans laquelle la philosophie soit possible, je dois vouloir une société libre, c'est-à-dire une société autonome. Alors, dès ce moment-là, il faut une autre réflexion qui est une réflexion politique, c'est-à-dire non pas comment je vais gagner les prochaines élections en changeant le système électoral ou pas, mais quelles sont les institutions qui permettent à une société d'être autonome et qui permettent à cette société de produire, si je peux dire, de fabriquer des individus autonomes. Et ces institutions sont les institutions démocratiques dans le sens véritable du terme. Pourquoi démocratie? Qu'est-ce que ça veut dire? La démocratie, c'est pas simplement les droits de l'homme, c'est pas des libertés négatives, des libertés défensives, le fait que je sais que nous ici nous pouvons parler et que les policiers ne pourront pas venir nous arrêter ou qu'il n'y a pas des micros dans la pièce. La démocratie, c'est le pouvoir du peuple, le kratos du démos. Cela veut dire que tous les individus qui appartiennent au corps des citoyens ont les mêmes possibilités, des possibilités égales, effectives, de participer au pouvoir. Là, on peut retrouver Aristote. Être citoyen, c'est être capable de gouverner et d'être gouverné, les deux choses étant tout aussi importantes, n'est-ce pas? Être capable de gouverner, cela veut dire être capable de réfléchir et de décider avec les autres et d'être gouverné. Ça veut dire accepter que les autres ont tout autant de droits que vous de participer au pouvoir, n'est-ce pas? Alors, pour cela, il faut des individus autonomes. Nous avons dit que les individus sont faits par la société. Nous avons l'air d'être là devant une aporie insoluble.
à savoir comment les individus peuvent être autonomes, puisque c'est la société qui les fait. Mais la société peut faire les individus comme individus hétéronomes, et elle peut leur apprendre, par exemple, qu'il faut toujours tout faire comme le faisaient les ancêtres, ou qu'il faut toujours tout faire comme c'est écrit dans le livre, où la société peut éduquer les individus pour qu'ils soient autonomes, c'est-à-dire elle peut leur apprendre à réfléchir par eux-mêmes, à ne pas accepter de façon non critique ce que dit le professeur, les théologiens, le prêtre, le politicien, le président de la République, le technicien. Parce que nous vivons dans une société où il y a le culte des experts, où les experts par définition... Technique et scientifique. Voilà, savent très peu de choses dans un domaine très particulier et ils ne sont pas capables, par définition, de penser l'insertion de ces choses dans l'ensemble plus vaste dont elle fait partie, d'où les erreurs continues qu'ils commettent, qui ne sont pas des erreurs techniques au sens spécifique du terme, mais parce qu'ils ne voient pas cette insertion. S'ils sont capables de penser cette insertion, alors ça peut arriver, par accident, comme disait Aristote, où un médecin peut être à la fois un guitariste. Bon, mais à ce moment-là, ils pensent cette insertion, non pas en tant qu'ils sont techniciens, mais en tant qu'ils sont capables de dépasser la technicité et de penser comme citoyens. Alors, il faut donc, pour une démocratie, des individus autonomes. Sans des individus autonomes, il ne peut pas y avoir de société autonome. Les deux choses sont absolument solidaires. Le sophisme démagogique qui est propagé actuellement par les soi-disant libéraux est lamentable. L'individu s'oppose à la société, que plus on donne des droits à la société, moins on donne des droits à l'individu. C'est la même chose. Donner des droits à l'individu, c'est donner des droits à la société. Et donner des droits à la société, c'est donner des droits aux individus qui participent à cette société. Et il y a une éducation des individus vers l'autonomie qu'une société démocratique seule peut faire et qu'elle doit faire, c'est cette éducation dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire éducation vers la réflexivité, vers la responsabilité, vers la participation aux affaires communes, sans lesquelles on est esclave. Parce que nous sommes esclaves dans la société actuelle, puisque ce qui nous concerne tous est décidé par d'autres que nous. N'est-ce pas? Et cette éducation n'est pas uniquement une affaire d'école primaire, de lycée, d'université. L'éducation commence à l'âge 0 et se termine à l'âge oméga. À tout instant de sa vie dans la société, l'individu est éduqué par cette lycée social. Et aujourd'hui, nous sommes payés pour le savoir. Comparer l'éducation que recevait un citoyen athénien ou même une femme qui n'était pas citoyenne ou un esclave athénien en assistant à la représentation des tragédies à Athènes et l'éducation que reçoit un citoyen contemporain en regardant tous les soirs Dynastie ou je sais pas quoi, parti sans laisser d'adresse ou perdu, etc. Perdu de vue, bon, perdu de vue, ou des âneries pareilles. Bon. On peut voir tout cela de façon très claire dans le cas de la Grèce ancienne. Évidemment, il n'est pas question de faire de la Grèce ancienne un modèle à imiter, hein, mais nous avons là des germes et nous avons de quoi nous faire réfléchir. Quand la collectivité démocratique se constitue en Grèce, on observe cette chose absolument extraordinaire, non seulement que la collectivité assez rapidement décide que c'est elle-même qui pose ses lois. Les lois athéniennes sont toujours introduites par une clause « il a paru bon au démos et à la boulée », c'est-à-dire au peuple et au conseil. Mais nous observons cette chose absolument extraordinaire, c'est la véritable individuation des individus. Là-dessus, beaucoup d'âneries ont été dites dans les temps modernes, comme quoi la cité grecque, c'était la totalité, les individus n'existaient pas, etc. C'est absurde. Vous prenez des sculptures égyptiennes de dynasties successives, vous ne pouvez pas dire que c'est des dynasties successives que si vous êtes égyptologue. Si vous êtes simplement un honnête homme cultivé, vous ne pouvez pas le dire. Il n'y a pas d'individualisation. Il n'y a pas de véritable individualisation. C'est comme dans le folklore. Les individus sont des individus. Ils ont un nom, mais ce nom, on ne le connaît même pas. Mais ils n'ont pas un style personnel. Le style change lentement parce que c'est l'auto-altération historique de la société. Bon, dès que vous arrivez en Grèce, c'est autre chose. Les premiers poètes lyriques, bon, déjà Homère et Hésiode ne sont pas
on ne peut pas les confondre, mais les premiers poètes lyriques, autour de 700, c'est Archiloque d'un côté, Sappho de l'autre. Il n'y a aucun rapport. Il n'y a aucun rapport. Les individus sont individués. Il y a un style personnel, il y a un nom personnel, et en même temps, dès qu'il y a, par exemple, la philosophie, ce que je disais sur la philosophie comme liberté, vous avez la mise en question de l'institution sous forme de mise en question des représentations instituées. Dès les premiers philosophes, Xénophane, Héraclite, vous avez des penseurs qui vous disent ce que les Grecs racontent dans leur mythologie, c'est des racontards, c'est des fables. C'est pas possible que ce soit comme ça. C'est pas possible que les dieux aient une figure humaine, dit Xénophane. C'est pas possible, dit Héraclite, que les dieux fassent ce qu'Homère dit qu'ils font, n'est-ce pas, etc., etc. Vous avez l'ébranlement de la représentation collective et le surgissement d'une recherche libre, d'une réflexion et d'un dialogue, l'instauration d'un espace public de pensée où les gens se contredisent, se suivent, mais continuent à dialoguer même par-dessus le temps, par-dessus les espaces temporels. Si vous avez un régime théocratique, vous avez des repères fixes. Vous savez ce qui est à faire et ce qui n'est pas à faire. Ça ne veut pas dire que sous les régimes théocratiques, il n'y a pas les crimes les plus atroces qui soient commis. Mais la société, crime ou pas crime, monstruosité ou pas monstruosité, est certaine de son affaire. N'est-ce pas? Et les individus aussi. Ils peuvent transgresser la loi, ils peuvent être criminels, pervers, ce que vous voudrez, ils le savent, et les autres le savent, les condamnent, etc. Au plan individuel, si je suis vraiment libre, c'est à moi de me fixer ma conduite. Hein? On me dit tu ne dois pas voler, tu ne dois pas tuer, etc. Je me demande pourquoi. Je réponds, effectivement, je ne dois pas tuer, et probablement je ne dois pas voler. Bon. Mais il y a d'autres choses qu'on me disait il y a 30 ans, par exemple. Tu ne dois pas empêcher la conception, par exemple, d'une femme. Bon, je me disais, c'est absurde, je transgresse la loi. Finalement, la loi a changé, mais il n'y a pas que ça. Bon. Mais pour une société, c'est la même chose pour une société démocratique. Elle ne peut pas se référer à une source extra-sociale qui donnerait la norme de la norme. Le critère des lois. Ces lois sont bonnes, ces lois ne sont pas bonnes. Elle doit trouver la réponse en elle-même, elle doit savoir que c'est elle-même qui a créé cette réponse, elle peut se tromper, et comme aussi il n'y a pas cette limite imaginaire, mais plus réelle que toute limite réelle, extra-sociale, elle peut aller jusqu'à l'excès, jusqu'à l'hybris, n'est-ce pas? Et ça, c'est ce qui fait de la démocratie à la fois un régime tragique, mais aussi le seul régime vraiment humain, parce que notre existence est tragique. Oui, parce que personne ne nous a garanti le salut, parce qu'il n'y a pas de salut garanti, parce qu'il n'y a pas de vie dans l'autre monde, parce qu'il n'y a pas de règles fixes une fois pour toutes, parce que nous devons tracer nous-mêmes notre voie dans un monde qui est toujours rempli d'indétermination et d'incertitude quant aux choses essentielles. Imaginer en restant conscient qu'on imagine. Exactement. Et la fin ultime d'une société autonome, c'est bien entendu la liberté, mais cette liberté, il faut aussi l'entendre en profondeur, c'est-à-dire la libération des instances créatrices de l'être humain, de l'imagination radicale de la psyché, de l'imaginaire instituant collectif, qui sont réprimés par les institutions hétéronomes existantes de la société. Les decía que Castoriadis fue un pensador multifacético que atravesó los caminos de la filosofía, del psicoanálisis, obviamente también de la reflexión y de la actividad política, que se detuvo a indagar el funcionamiento de la sociedad y que fue construyendo algunos conceptos claves, decisivos para seguir pensándonos a nosotros mismos. Les nombraba el concepto de autonomía, esa puja de dos categorías claves del pensamiento de Castoriadis como fueron autonomía y heteronomía. La autonomía como ese ejercicio de la libertad crítica, autorreflexiva, de una razón que puede indagar por las propias certezas y poner en cuestión
el orden del mundo, y la heteronomía como el mecanismo de dominación, lo que está afuera. Puede ser el sacerdote, puede ser el político, puede ser el militar, puede ser el sistema de opresión, el trabajo, el capitalismo, pero la idea de un individuo entramado socialmente que busca los caminos de su propia libertad a través de su reflexión autonómica. Castoriadis también y fundamentalmente buscó desentrañar cómo funciona un sistema de opresión. Su primer tiempo político estuvo ligado, les decía, a la experiencia del comunismo griego. Después, en ruptura con esa experiencia, es uno de los que, de modo más original y anticipadoramente, va desmembrando la maquinaria del totalitarismo stalinista. Va pensando cómo funciona el sistema soviético, su decadencia, su burocratización. Pero después, el Castoriadis de los años 60, 70, 80, fue un hombre preocupado por indagar por la condición humana. Las encrucijadas del laberinto son eso, la experiencia de alguien que se interna en un laberinto sabiendo que no hay salida garantizada y que cada momento del laberinto nos pone delante de una interrogación, de una encrucijada, de una puesta en cuestión. Les recomiendo efusivamente, porque se están editando, los seminarios de Castoriadis, el Castoriadis que enseña en Francia, y sobre todo el Castoriadis que vuelve a la antigüedad griega para mostrarnos la relación entre Heráclito, entre Platón, entre Sófocles, entre Homero y nosotros. 2500 años de distancia, pero que se rompen a través de las palabras fascinantes de un pensador que nos muestra que la actualidad del pasado sigue insistiendo sobre nuestro propio presente. Por eso, escucharlo a Castoriadis a través de esta entrevista fue, ¿por qué no?, de vuelta, un enorme privilegio y una satisfacción. Nos vemos en un próximo programa.